Bonjour, chers êtres humains, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la pensée de Paul Ricoeur. Euh, la pensée de Paul Ricoeur, c'est une pensée très intéressante. Puis, on va un peu examiner là, à travers lui plusieurs thématiques et plusieurs problématiques. Faut savoir que déjà pour situer Paul Ricoeur dans une espèce de mouvement ou une tradition, il fait partie d'une tradition qui s'appelle l'herméneutique. Bon, Hermès, c'était le dieu de la communication. Qu'est-ce que l'herméneutique? C'est ce qu'on appelle des théories de l'interprétation, donc de la recherche du sens. On s'intéresse au sens des choses plus qu'à leur vérité. Lorsqu'on parle de l'interprétation, on va essayer d'aller analyser, par exemple, une œuvre ou un texte pour en dégager le sens. Maintenant, Paul Ricoeur, il a fait beaucoup d'herméneutique, mais à la fin de sa vie, il a fait ce qu'on appelle une herméneutique de soi. Donc, comment se comprendre soi-même? Donc, on va vraiment rentrer dans la question de la connaissance de soi et de la compréhension de soi. Sa philosophie aussi fait partie d'une grande tradition qui s'appelle la philosophie de la volonté, où il va vraiment développer une théorie de la volonté. Donc, comment apprendre la liberté? C'est quoi être véritablement libre? Parce qu'on a beau dire, oui, on est libre, mais c'est très abstrait, ça, de dire tous les humains sont libres, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité réelle? C'est ça que Paul Ricoeur vraiment va aborder dans sa philosophie. On peut dire que Paul Ricoeur fait partie du mouvement existentialiste, mais les existentialistes plus tardifs, parce que le mouvement existentialiste, il y a une histoire, là, essentiellement, il va apparaître là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant, avec un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger. Paul Ricoeur connaît très bien Heidegger, Sartre connaissait bien Heidegger. Ce qu'il y a de commun à l'existentialisme, c'est la reconnaissance, d'une certaine façon, que l'humain, fondamentalement, essentiellement, est libre. Et donc, que sa liberté fait en sorte qu'il n'a pas une nature déterminée qui irait à l'encontre de sa liberté et qu'il est donc à la charge de définir sa propre identité. Donc, d'une certaine façon, l'être humain, c'est un être qui se définit lui-même. Donc, lorsqu'on essaie de le définir indépendamment de tout ça, ben, on nie toujours un peu sa liberté ou on la contraint. Maintenant, Paul Ricoeur, il n'est pas naïf. Il sait que cette liberté-là, elle est sous condition. Et il sait aussi que la liberté, c'est un projet, c'est une démarche, c'est une tâche. On est libre dans un certain sens, mais dans un certain sens, on ne l'est pas. Okay? Son explication de l'être humain, et pour comprendre l'identité, pour répondre à la question qui sommes-nous, qui suis-je, Paul Ricoeur va avoir affaire à trois dialectiques. Les dialectiques, c'est des mouvements dynamiques entre deux choses différentes. La première des dialectiques, elle met en jeu euh, l'explication, l'interprétation et la compréhension. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut être libre dans le fond? Pour Paul Ricoeur, c'est un peu des conditions de la liberté, d'une liberté réelle, si l'homme est libre. Mais pour commencer, il faut être capable de se comprendre soi-même. L'être humain est un être herméneutique, c'est-à-dire un être qui comprend et qui a charge de se comprendre lui-même, dans la mesure où la liberté, c'est de faire des choix conformément à notre compréhension des choses. Et ça va supposer d'avoir une bonne compréhension. Donc, être libre, ça suppose de bien comprendre les choses. Et donc, ça va supposer un processus d'interprétation qui va impliquer l'explication. On ne peut pas, selon Paul Ricoeur, se comprendre instantanément dans une espèce d'intuition magique. Là. Il faut absolument qu'on passe par l'interprétation de la culture, de la parole des autres et du langage et des textes. On va regarder ça un peu plus loin. Deuxième dialectique, et là on rentre vraiment dans la nature humaine. L'être humain n'est pas seulement un être qui se comprend et qui doit se comprendre pour être libre. C'est un être qui est libre en soi, mais cette liberté-là est quand même conditionnée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous détermine, qui vient, on pourrait dire, restreindre notre liberté, qui fait que notre liberté, on n'agit pas toujours en faisant des choix réfléchis, etc.
Et à l'intérieur de nous, on a donc ce qu'on appellerait le caractère. Et là, on va voir c'est quoi. Et pour être libre, il va falloir avoir tout le temps un mouvement dynamique entre la liberté et le caractère. Pas que le caractère devienne fixe, puis qu'on devienne notre caractère. Donc ça, on va voir ça un peu plus loin. Et finalement, quand on prend des décisions pour Ricoeur, donc la personne libre, l'ipséité qui appelle, va toujours devoir se définir comme projet, parce que être libre, c'est être un être de projet. On se définit par les projets, par les actions qu'on entreprend. Bien, cette liberté-là va devoir se définir pour être une véritable liberté dans une relation avec l'altérité. L'altérité, là, c'est pas juste autrui, c'est aussi notre propre chair. Comme notre propre chair, elle résiste parfois à notre propre liberté, si on peut dire. Hein? On n'est pas totalement libre par rapport à notre corps. Là. On a quand même une nature. Bon. On est toujours aussi, donc on est toujours des êtres incarnés. La liberté, elle est incarnée. Et on ne peut pas être libre indépendamment de notre incarnation dans un corps. C'est à peu près ça ce que dit Ricoeur. Deuxième chose, autrui, on vit avec autrui, donc la liberté, elle est dans un monde intersubjectif, avec autrui. Et finalement, on est des êtres moraux, donc on a une sorte de conscience morale qui, pour Ricoeur, nous interpelle, nous appelle à une vie bonne. Et être libre, ça va supposer de toujours garder une certaine ouverture à ce qui se passe dans notre corps, une ouverture à autrui, puis une ouverture à notre propre conscience morale, et c'est ça qui va faire en sorte que notre vie ne sera pas conditionnée par notre caractère. Okay, donc ça, je viens de vous résumer, Ricoeur, là, en 5 minutes. Maintenant, on va voir plus dans le détail en regardant, pour commencer, la première dialectique, c'est-à-dire se comprendre soi-même. L'être humain est un être qui va donner sens lui-même à sa vie, donc ça va supposer une compréhension de lui-même. Cette compréhension-là, elle vient souvent de la société. Cependant, si on veut être véritablement libre, bien, il va falloir qu'on se fasse notre propre interprétation, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi une bonne interprétation? Comment comprendre le sens des choses et donc donner un sens à notre vie? Bien, première des choses, c'est que toute interprétation, ça va se faire à l'aide du langage. Donc, comprendre, ça l'exige, on pourrait dire, un travail de rationalité sur le langage, de lecture du monde. Hein, de mise à distance des phénomènes, puis ça va s'opérer par le langage. C'est sûr que nous, on est toujours dans une perspective d'un être incarné, social, historique, culturel, langagé, donc on commence notre interprétation à part de notre perspective, mais elle va viser à dépasser notre perspective, hein, et ça va être dans la compréhension. OK? Pour bien se comprendre soi-même, ben là, contrairement à Rousseau, là, qui avait une compréhension de lui-même à travers juste ses sentiments, chez Ricoeur, il va y avoir la compréhension va exiger la culture. C'est-à-dire que si tu n'as aucune culture, par exemple, on a vu la psychanalyse nous permet une compréhension de certains aspects de nous qu'on ne comprenait pas avant. Et donc, dans l'histoire de la culture et des cultures humaines, il y a des textes, il y a des connaissances, il y a des philosophies, il y a des mouvements spirituels. Et pour se comprendre soi-même, ben, il faut connaître ces mouvements-là, pour connaître nos possibilités, par exemple, pour connaître, se faire des bonnes hypothèses, réfléchir. C'est donc dans la culture qu'on va trouver, on pourrait dire, tout ce qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent, il n'y a personne qui peut te connaître mieux que toi-même. Mais ça, selon Ricoeur, c'est faux. C'est-à-dire que si vous allez voir, par exemple, un psychologue, ben, c'est parce que vous pensez qu'il y a un bagage culturel, scientifique qui lui permet de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Hein? On a vu la psychanalyse, on a vu, par exemple, Marx ensemble. C'est sûr qu'un marxiste, il peut comprendre mieux que, par exemple, un prolétaire, le discours du prolétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle d'interprétation. Okay? Évidemment, il y a plusieurs interprétations. Et Ricoeur a écrit un très bon livre qui s'appelle Le conflit des interprétations. Il y a quand même des interprétations qui sont meilleures que d'autres parce que si on analyse les textes, les œuvres, l'histoire, ce qu'on vit, si on peut mettre de la distance, par exemple, dans nos expériences, je veux dire, on ne peut pas dire n'importe quoi, là, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même faire un travail d'interprétation pour se connaître soi-même, se comprendre soi-même. Puis ça l'exige
le dialogue avec autrui, avec les grands personnages de l'histoire. Par exemple, les Platon, c'est cheminer dans la compréhension qu'on a de nous-mêmes quand même. Et ça demande une humilité. Je veux dire, il y a eu des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, qui nous ont offert des modèles interprétatifs qui sont extraordinaires. Donc, on ne doit pas penser tout savoir à l'origine, n'est-ce pas? Comprendre, qu'est-ce que ça signifie se comprendre soi-même et comprendre? Premièrement, ça va exiger une interprétation et une explication des textes pour en dégager le sens. Par exemple, comprendre la Bible, ben, écoute, c'est pas simple. Hein? Bon. Et il faut comprendre aussi pour Ricard que le point de départ, c'est le mystère de l'existence. Au point de départ, notre incarnation dans le monde, le sens de notre vie, c'est très mystérieux. On est dans une mécompréhension initiale. Et là, à travers la culture, la lecture, etc., le rapport à autrui, on peut arriver à une meilleure compréhension des choses et de nous-mêmes. OK? Et la façon qu'on a de comprendre les choses va finir par définir qui nous sommes dans notre essence. OK? Et ça, c'est un peu ça l'existentialisme, c'est de dire la façon que tu comprends les choses, que tu interprètes les choses et l'action qui s'ensuit, parce que ta vie, dans le fond, est la conséquence de la compréhension que tu as du monde, bien, c'est ça qui va finir par déterminer qui tu es. Et c'est pour ça que la première exigence, la première nécessité, la première tâche pour un être humain qui se veut libre, c'est d'essayer de comprendre quelque chose à la vie. Donc, genre, arrêter de se divertir constamment, puis essayer de comprendre qui on est, puis c'est ce qu'on fait, entre autres, dans ce cours. Okay? Et ça l'exige ben, la pensée, puis la pensée, ça fonctionne avec le langage, hein? Puis avec des textes, puis avec des œuvres, puis avec du dialogue, bon. OK? Et là, je vous donne des citations. Toutes les citations sont tirées de mon livre, soit dit en passant, qui s'appelle Pratique du langage et idéal d'authenticité. Si vous avez le goût de le lire, ben, achetez-le, tant mieux. Ça va me donner un gros 2 pièces. Non, mais c'est un livre édité chez Libert. Vous avez la source au début des diapositives PowerPoint. Pour Ricard, et ça c'est une citation de Ricard qui est tirée de ce livre-là, il n'y a pas de compréhension de soi qui n'est pas médiatisée par des signes, des symboles, des textes. On ne peut pas se comprendre sans langage. Donc, on est un être de langage. Si on n'avait pas de langage, si on perd tout langage, on ne peut plus rien comprendre. Les distinctions, le discernement passent par le langage. Donc, la compréhension de soi passe par une réflexion langagière. Et il y aurait certaines œuvres dans la culture, selon Ricard, qui auraient une sorte de pertinence durable, c'est-à-dire qu'elles permettraient ces œuvres-là à toutes les générations de se comprendre d'une nouvelle façon. Et c'est un petit peu ça la culture de l'Antiquité. Hein? Lire Aristote, dans un certain sens, ça nous permet toujours de nous recomprendre, depuis toujours, dans le fond, depuis qu'Aristote a écrit ça, toutes les générations ont lu Aristote et ont trouvé des choses intéressantes et ça leur a permis de mieux se comprendre. Okay? Mais des œuvres d'art aussi, etc. Évidemment, lorsqu'on comprend quelque chose, ben c'est pour être libre, c'est pour s'orienter dans la vie. Être libre, c'est faire des choix, c'est donner une direction à son existence, c'est se gouverner soi-même. C'est ça, être libre. Okay? C'est pas obéir à toutes les tendances. Si vous obéissez aux tendances qui vous déterminent, vous n'êtes pas libre. Si vous obéissez aux compréhensions que vous avez juste reçues, mais vous n'avez jamais réfléchi, vous n'êtes pas vraiment libre non plus. Une fois qu'on comprend ce qu'on peut être. Et ensuite, on peut vivre notre vie de cette façon-là. Puis même notre façon de réagir dépend de notre compréhension. OK? Et ça, c'était vu de toute façon depuis l'Antiquité. C'est une vérité que tous les philosophes connaissent et comprennent. Là. C'est que la façon que les êtres humains réagissent à une situation, elle n'est pas dictée par la nature des choses. Elle est dictée par leur compréhension des choses. Et donc, voir le monde d'une telle manière, c'est être d'une telle manière. Et c'est pour ça que la culture nous permet, on pourrait dire, d'élargir notre compréhension, d'approfondir notre compréhension, d'améliorer notre compréhension avec les connaissances scientifiques, les textes mythiques, etc. Et tout ça, ça nous permet de tranquillement évoluer dans notre compréhension qu'on a, nous, du monde et de nous-mêmes. Okay. Ça, on vient de finir avec la première dialectique. Donc, la première
obligation pour l'homme, c'est de se comprendre lui-même pour être libre. Ensuite, on va s'intéresser, bon, mais qu'est-ce que nous sommes, nous? Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on se comprend soi-même? Puis comment définir ensuite qui nous sommes? Et là, on rentre vraiment dans la question de l'ontologie de l'ipséité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ontologie, ça veut dire l'être, le discours sur l'être, et l'ipséité, c'est le self en anglais, le soi. Ça veut dire, qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que l'identité de chacun? Comment définir correctement cette identité-là? On l'a dit. Comment qu'on va définir ça? C'est chacun sa vie qui donne un sens à son existence et qui définit qui il est. Cependant, il y aurait des choses qui seraient universelles, si on peut dire, à partir desquelles il faudrait se définir. Okay? Donc, la réflexion de Ricoeur sur l'être humain, elle chemine tranquillement et elle découle, elle a pour conséquence une réflexion sur l'authenticité humaine. Qu'est-ce qu'être véritablement soi-même? Okay? Parce que réfléchir sur l'être du soi, qu'est-ce qu'être une personne, c'est qu'est-ce qu'être une personne réalisée, puis on peut dire, bien, à quelles conditions notre vie, notre existence peut-elle manifester ou attester de ce que nous sommes vraiment? Comment pouvons-nous être authentiques? Okay? Et pour Ricoeur, être authentique, c'est la façon d'être pleinement libre. Okay? Parce que si on est libre, c'est pas pour aller se pitcher dans un fossé. C'est pour faire des choix qui vont nous amener à nous épanouir, à être pleinement nous-mêmes, okay? À être la meilleure version de nous-mêmes. Okay? Être vrai. Qu'est-ce que ça signifie être vrai pour l'être humain? Okay? Et ce qu'il va dire, c'est que être vrai pour l'être humain, c'est que l'être libre, pour être vrai, il doit toujours garder ouverte sa relation avec l'altérité. On va voir c'est quoi tout à l'heure, mais l'altérité, c'est l'autre, ce qui n'est pas notre volonté. Et ça, je vous le dis tout de suite, l'altérité, c'est quoi? C'est la chair, c'est notre propre conscience, puis c'est autrui. Donc, toujours garder l'ouverture d'esprit, si on peut dire, pour toujours redéfinir notre projet. Parce que notre projet, il est toujours à redéfinir. Où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie, etc. C'est jamais terminé, ça, là. Et il ne faut pas sombrer dans notre caractère. Il ne faut pas devenir un caractère. Il ne faut pas sacrifier notre liberté au nom du caractère. Bref, il ne faut pas devenir aliéné. On va voir comment on va faire ça. Donc, les deux dialectiques majeures, c'est ça. Et donc, vous avez ici une définition. Là, ce qui est attesté à titre ultime, c'est l'ipséité. C'est quoi un être vrai? Être vrai, c'est être différent de la mêmeté. La mêmeté, c'est le caractère. Puis être dans un rapport dialectique avec l'altérité. C'est des bien grands mots pour dire quelque chose d'assez simple qu'on va comprendre ensemble. Premièrement, c'est quoi l'ipséité? Bon, première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'ipséité? Le soi, c'est l'existence elle-même. C'est l'être humain dans sa liberté. C'est ce qui fait que nous avons une volonté et que nous pouvons nous définir nous-mêmes par un acte de volonté. Donc, c'est l'être qui agit, qui se définit dans un projet. C'est l'être libre qui est capable de s'autodéterminer. Celui qui est libre. La dimension libre de nous, c'est ça la personne ou le soi. Donc, Ricoeur admet, comme les existentialistes, et c'est en ce sens-là que c'est un existentialiste, que nous sommes libres et que fondamentalement, notre identité reste l'acte et la décision d'un être libre. C'est la liberté qui va définir qui nous sommes. Okay? Et c'est par la liberté. Mais là, la liberté, c'est très abstrait. Oui, on est libre, mais on n'est pas toujours libre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne sont pas concrètement libres. Okay? Là, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette liberté et comment doit-on agir pour être véritablement libre et rester véritablement libre? Parce que si on n'agit pas correctement, on va perdre notre liberté. Okay? Et comment faire de notre vie une vie qui manifeste ce que nous sommes vraiment, à savoir un être de liberté? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, on a dit, avec la modernité, nous sommes des êtres libres. Wow, OK. C'est un très beau cadeau, ça. Mais là, qu'est-ce que ça l'implique, la liberté? Ça, c'est une grande question. On a déjà vu avec Freud et Marx ensemble que ça l'implique des choses, là. Okay? Freud va vraiment aller dans ce sens-là. Et il va dire, dans le fond, être libre, hein, ça suppose de faire un bon usage de la liberté pour ne pas la perdre, hein,
et ça suppose de devenir authentique, c'est-à-dire de devenir pleinement soi-même, c'est-à-dire pleinement libre. Okay? Et l'authenticité, elle ne se maintient que lorsque on maintient une différence entre le soi libre et le caractère. On va voir c'est quoi le caractère tout à l'heure. Là. Mais on a dans notre identité deux dimensions. La personne libre et le caractère. Il faut pas, on n'a pas le choix, là, on a un caractère. On ne peut pas ne pas avoir de caractère. Okay? On va voir c'est quoi tout à l'heure. Mais il ne faut pas devenir son caractère. Il faut maintenir la différence entre l'être qui décide, l'être libre, l'être qui réfléchit et le caractère qui, lui, détermine la liberté ou vient influencer la liberté. Et d'autre part, le projet libre, la liberté, la personne libre, donc l'ipséité, elle devrait, notre projet d'être libre, qui nous sommes, ça devrait toujours se définir dans une ouverture à l'altérité, c'est-à-dire il faut maintenir cette ouverture-là à notre propre chair, genre écoute ton corps, à notre propre conscience, donc écoute-toi, où est-ce que tu veux aller, mets-toi en relation avec toi-même, là, avec le maître intérieur qui t'habite, si on peut dire, et avec autrui. Toujours rester ouvert aussi au discours des autres, les écouter. Ça ne veut pas dire leur obéir, ça veut dire les écouter, prendre le temps de les analyser et de les comprendre, plutôt que de les juger immédiatement. Et donc, on est là dans une philosophie de l'ouverture, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'être authentique? Je vous donne une définition. Est authentique l'agent libre, donc l'ipséité, dont le récit de vie atteste d'une différence fondamentale entre son existence et son caractère, donc la distinction entre que l'ipsé et l'idem dans le langage de Ricard, et qui a su dégager et actualiser dans son action volontaire la signification des expériences de passivité qui l'ont définie dans sa chair, avec autrui et sa conscience. Si vous comprenez ça, vous comprenez Ricard. Maintenant, on va s'atteler dans le restant de cette vidéo-là pour le comprendre, Ricard. Parce que c'est quand même un peu difficile à comprendre. Mais grosso modo, je veux dire, c'est quoi être authentique? Si on résume, c'est que il faut vraiment que ta vie, elle soit le fruit de ton interprétation de ce que tu as vécu dans ton corps, avec autrui, puis dans ta propre conscience. Puis ça doit être, il faut tout le temps que tu restes ouvert, il faut que ça soit un travail de toujours te remettre en relation avec toi-même, avec autrui, etc., de rester dans l'ouverture. Puis rester dans cette ouverture-là, ça va supposer de ne pas sombrer dans ce que Ricard appelle le caractère. Donc, l'ipséité elle-même, l'existence, le soi, qu'est-ce qui la définit? Ben, c'est la dimension proprement personnelle de l'humanité. C'est ce que nous sommes. Okay? Donc, c'est la liberté. Okay? Elle se définit comment, par contre? Elle se définit dans sa relation à l'autre. Donc, la liberté, elle n'est pas désincarnée, elle n'est pas... C'est pas une... L'ipséité, je veux dire, l'être libre, la liberté en nous, puis la volonté en nous, je veux dire, quand même, elle doit se définir dans un projet. Mais pour Ricard, elle devrait se définir dans l'ouverture à ce qui se donne à elle. Okay? Elle va exiger le respect et cherche l'estime. Donc, ça, c'est tous les droits de la personne. C'est-à-dire que chaque personne, chaque être humain, il mérite le respect. Je veux dire, c'est les droits humains, c'est l'éthique dans son fondement. Là. La personne, on doit la respecter comme être libre et lui permettre d'être libre. Et dans ce sens-là, toutes les personnes sont égales. Mais elle cherche aussi l'estime. Donc, elle veut pouvoir s'estimer elle-même. Toutes les personnes recherchent l'estime de soi. Et ça fait partie même de la dimension personnelle. On cherche à avoir une bonne vie. Et l'être humain, dans ce qu'il a de fondamental et d'universel, ben, il est capable d'agir, c'est-à-dire de prendre des décisions, des initiatives. Il est capable de prendre la parole. Il est capable de raconter par lui-même. Il est capable de se raconter qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, d'où il vient, etc. Il est capable de se reconnaître responsable de ses actions. Donc, il est imputable. Et il est capable de s'estimer lui-même. Et ça, c'est la dimension active de l'humain. Tous les humains sont comme ça. Maintenant, qui nous sommes nous? Comme étant moi qui je suis, si vous voulez le savoir, il faut que vous regardiez comment j'agis concrètement. Pas juste que j'ai la capacité de le faire, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette capacité-là d'action? Quelles actions
j'ai entrepris qui peuvent définir mon identité spécifique. C'est quoi ma parole? C'est quoi le discours que je tiens? Quels sont les discours? Ça parle de mon identité. Oui, tout le monde a le pouvoir de parler, mais l'identité se précise, se définit dans l'usage qu'on fait de la parole. OK? Comment je raconte les choses? Est-ce que j'assume ma responsabilité, oui ou non, devant le monde? Ou est-ce que j'accuse toujours mes parents, les dieux, le hasard, et je ne sais trop? Et est-ce que j'ai vraiment atteint une estime de moi-même? Ça, c'est les grandes questions pour l'être humain. Pour savoir si on a vraiment passé de la liberté potentielle, on a le potentiel d'être libre, à la liberté réelle et actualisée. C'est la même affaire, mettons, avec la générosité, là, je veux dire, avec n'importe quoi. Avoir le potentiel d'être généreux, c'est pas encore être généreux, là. Être généreux, c'est faire des actes de générosité. C'est la même chose, au fond, pour la liberté. Hein? Avoir le potentiel d'être libre, c'est bien beau, mais t'es pas encore libre. Et là, ben, il faut prendre la charge de son être pour être véritablement libre. Mais comment qu'on fait ça? Ben, pour Ricoeur, lorsqu'on parle, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on raconte, ben, il faut qu'on reste ouvert. Vous comprenez? Le premier degré d'ouverture qu'on doit avoir, c'est à notre propre chair. Être en relation avec notre corps. Ça peut avoir l'air bizarre à dire, mais mettons aujourd'hui, là, être toujours devant les écrans, puis tout ça, c'est pas tout le monde qui est en relation avec son corps. Être capable de faire une interprétation de ce qu'on vit dans notre corps. Ah, tu vis-tu de l'anxiété? Tu vis-tu du bonheur? Tu vis-tu de la joie? Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Le corps, d'une certaine façon, nous parle pour autant qu'on essaie de lire ce qu'il nous dit, d'interpréter ce qu'il nous dit. Mais après ça, c'est pas d'obéir au corps. Si on veut être libre, il faut régner sur notre corps. Vous comprenez? Il faut ordonner. Le mouvement, c'est des ordres qu'on donne à notre corps, dans le fond. Fais ceci, lève-toi, carcasse. Le matin, quand ton cadran sonne, là, faut que tu te lèves. Ben, il faut que tu ordonnes à ton corps. C'est ton être libre, ton ipséité, qui donne des ordres à ton corps. Tu ne vas pas obéir à ton corps tout le temps, parce que là, tu as des pulsions, on l'a vu, qui viennent. Mais il faut les comprendre, ces pulsions-là. Ces désirs-là, ces pulsions-là, il faut les comprendre et les intégrer dans notre projet. Prenez par exemple quelqu'un qui a des tendances homosexuelles, ben, il faut d'abord qu'il sache, puis ensuite qu'il en prenne conséquence, donc qu'il intègre cette attirance particulière-là dans son projet de vie, qu'il en prenne acte. Hein, vous comprenez? Donc, ce que Ricoeur nous dit, c'est que si on veut être vraiment libre, on n'a pas le choix, on a un corps, puis on ne doit pas y obéir. Mais on doit être ouvert à notre corps, essayer de comprendre ce qui se passe dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre vécu, etc., dans notre inconscient même, à la limite, et en faire une interprétation à l'aide des outils que la culture nous fournit pour, au fond, intégrer le sens de ce qu'on peut voir dans notre corps ou ressentir dans notre corps, dans notre vie. Ce n'est pas tout. Il faut aussi être ouvert à autrui, donc. La liberté, elle est incarnée. L'ipséité, l'être libre, il est incarné dans un corps. Donc, il ne peut pas agir comme s'il n'y avait pas de corps. C'est comme, par exemple, si le corps ne lui donnait pas des limites. Parce que tu peux te faire un projet incroyable, mais demander peut-être que tu vas être fatigué, il faut que tu écoutes ton corps. Bon, puis là, parce que sinon, tu ne réussiras pas ton action, puis tout ça. Mais on ne peut pas faire non plus comme si la vie, on était tout seul, des individus complètement détachés. La liberté, elle est toujours intersubjective. Elle se vit en relation avec autrui. Et donc, comment se comporter avec autrui tout en maintenant notre liberté? Bien, premièrement, il va falloir s'ouvrir à autrui. On vit avec les autres, il faut bien s'ouvrir, il ne faut pas être fermé d'esprit. Les écouter, interpréter qu'est-ce qu'ils nous disent et faire nos choix. Donc, c'est pas leur obéir. Si tu obéis aux autres, tu n'es pas libre. Mais mettons, ne pas les écouter, c'est notre affaire. Donc, il faut écouter les autres. Et les autres, c'est nos amis, c'est nos proches, mais c'est aussi les autres, ce que Ricoeur appelle les autres lointains. Par exemple, Platon, Aristote, Jésus, Bouddha. Ils ont donné des modèles interprétatifs qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, et puis qu'on peut intégrer à notre vie pour se faire une vie où on se sent bien, là. Okay? Nos choix, donc, supposent une certaine ouverture. Il nous disait, il ne faut pas que tu te fasses influencer dans la vie. Oui, il faut que tu te fasses influencer. Il ne faut pas que tu te fasses contrôler. Il faut que tu te fasses influencer. Tu ne vas pas réinventer
3000 ans de civilisation dans ta vie, là, dans ta petite vie. Là. Je veux dire, non. La civilisation a progressé, donc il faut être cultivé. Il faut se soucier de notre culture. Puis aussi, sur le plan purement éthique, Ricard va dire que l'ouverture à autrui, c'est pas juste quelque chose, on pourrait dire, de cognitif, mais c'est quelque chose aussi dans le cœur. Hein? Bon, là, on voit un peu le côté un peu chrétien de Ricard. Mais l'ouverture à l'autre, hein, ça nous amène à des relations éthiques. Et pour Ricard, on ne peut pas être authentique, être heureux, être libre si on n'a pas des véritables amis, puis si on n'a pas une certaine sollicitude, c'est-à-dire une ouverture, une compassion pour l'ensemble des êtres humains. La liberté exige cela aussi, hein, de ne pas être toujours dans des relations conflictuelles, par exemple. Hein? Bon. Et finalement, l'ouverture en soi culmine à l'ouverture à la conscience. Et la conscience, hein, c'est un rapport avec soi qui est un rapport presque le plus spirituel. La conscience, sa dimension la principale, c'est le silence. Donc, c'est se mettre en relation au silence de notre propre conscience et écouter ce qui se passe dans notre propre conscience, parce que notre conscience nous appelle à une vie bonne, nous appelle à un certain projet. Nous sommes des êtres éthiques, des êtres moraux. On est confrontés devant des choix, des fois, et il faut consulter notre conscience dans le silence. Et je regrette de ne pas avoir pu parler plus de ça dans le cours. C'est sûr que si vous m'aviez eu comme prof dès le début, on en aurait parlé. Rousseau en a parlé, par exemple, de ce phénomène-là. Mais la conscience que chacun a en soi, c'est pas juste la conscience lucide, là, je suis conscient qu'il y a une boîte devant moi, puis c'est une boîte, tout ça. C'est aussi la conscience morale, c'est-à-dire ce qui nous appelle à bien vivre, puis qui peut créer, bien sûr, de la culpabilité. Et là, on a une grande distinction entre Ricard et Freud. Hein. Freud, c'est juste la voie du surmoi, la conscience, mais pour Ricard, il y a quelque chose de plus profond à ça. Un être autonome, pleinement libre, il a réussi à rester ouvert toujours à sa conscience et il est devenu l'ami de lui-même. Il est l'ami de sa conscience. Lui et sa conscience morale ne forment qu'un. C'est assez beau, ça? C'est beau. Bon. Qu'est-ce qui peut nous éloigner? Donc, là, on rentre dans l'autre dialectique. Donc, si on est libre, ben, on est ouvert, là, on résume, on est ouvert à autrui, on est ouvert à notre propre conscience, hein, on est en relation avec elle, donc on prend des temps pour se recueillir, par exemple, hein, faire le silence, fermer nos écrans, aller dans le bois tout seul, réfléchir, écrire. On fait un travail pour se mettre en relation avec nous-mêmes, puis on est ouvert aux autres, on les écoute, puis on réfléchit leur discours pour décider des actions qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce qui peut s'opposer à cette liberté-là? Pourquoi le mal est-il possible, etc.? C'est qu'on n'est pas juste des êtres libres et moraux et ouverts. On peut être des êtres fermés. L'être humain, il se définit toujours par un caractère. On n'a pas le choix, là. On ne peut pas avoir de caractère. Tout le monde a un caractère. Mais on a un caractère. On n'est pas un caractère. Le caractère, il se situe dans l'avoir et non dans l'être. Okay? Nous sommes libres, nous avons un caractère. Okay? Qu'est-ce que c'est que le caractère? C'est une dimension statique de l'identité. Okay? Bon, on va lire. Le caractère, c'est l'ensemble des dispositions innées ou acquises, il y en a des innées, il y en a des acquises, qui sont stables et statiques et qui vont conditionner notre action. Ça va avoir tendance à nous donner une orientation à notre action, mais une orientation qui n'est pas nécessairement réfléchie. C'est le quoi et non le qui. C'est ce que l'on a et non ce que l'on est. Par quoi est-il formé? Il est formé par notre représentation du monde. Donc, on s'est fait une représentation du monde. Si elle devient statique, on devient fermé d'esprit. Okay? Il y a des gens qui sont fermés d'esprit. Là. Ils n'écoutent plus les autres, ils ne s'écoutent plus eux-mêmes, ils sont trop sûrs d'eux, etc. Et là, ils tombent dans leur caractère. Ils deviennent prévisibles, ils répètent toujours les mêmes discours, sont fermés d'esprit, ils ne sont pas capables de comprendre les autres, etc. Et bien là, dans ce cas-là, on perd notre liberté. On est comme des animaux, mais au lieu d'être conditionnés par notre instinct, on est conditionné par notre représentation du monde qui est plus dynamique, qui ne se transforme plus, qui est plus en évolution. OK? Deuxième chose qui constitue notre caractère, c'est les habitudes. Donc, comme une représentation du monde, on en a toujours, des habitudes, on en a toujours aussi.
Mais les habitudes peuvent venir nous conditionner. Tu sais, si, par exemple, je ne sais pas, moi, tous les jours, tu fumes ton joint, ben ça commence à être une habitude, ça. Puis là, ben, peut-être que tu ne réfléchis pas à si tu en as vraiment besoin, si c'est bon pour toi, si c'est conforme à tes projets, si c'est vraiment ça que tu veux dans la vie, etc. Toutes les addictions, puis tout ça, les dépendances, mais même les habitudes qui pourraient sembler moins néfastes, comme par exemple être tout le temps sur son écran, tout le temps être après son ordinateur ou son téléphone cellulaire, à un moment donné, on ne réfléchit plus. Donc, on tombe dans un conditionnement, puis on n'est plus en relation avec nous-mêmes, parce qu'on n'a plus le temps, on ne prend plus le temps pour faire ça, ou on n'est plus en relation avec les autres, ou on n'est plus en relation avec notre propre conscience morale, avec notre corps, parce qu'on agit de façon trop habituelle, trop conditionnée. On devient comme des petits automates irréfléchis. Et troisième élément du caractère, et là on rejoint peut-être Freud, mais dans tout ça on rejoint un peu Freud, hein? Les dispositions innées. Dispositions innées, c'est-à-dire nos pulsions, nos traits de caractère innés. Par exemple, moi quand je suis né, j'étais très colérique. Ça veut, je suis plus colérique parce que j'ai dominé. Se contrôler soi-même, c'est contrôler son caractère. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire, ben moi, j'ai une tendance à l'infidélité, fait que c'est pour ça que je suis infidèle, ou j'ai une tendance à l'alcoolique, c'est pour ça que je suis alcoolique, j'ai une tendance à ci, j'ai une tendance à ça. Tout le monde est paresseux un peu dans la vie, là, quasiment. Fait que là, regarde, à un moment donné, domine ton caractère. Être libre, c'est dominer son caractère. Donc, ne pas se laisser agir par une représentation des choses qu'on a héritées de notre passé ou de la société, puis qui est irréfléchie, puis qui est statique. Ne pas agir uniquement de façon routinière et par simple habitude et conditionnement irréfléchi. Et ne pas se soumettre à des dispositions innées qui nous porteraient à être peureux, paresseux ou je ne sais pas trop quoi, dépendamment du caractère de la personne. On a tous un caractère, mais il faut apprendre, hein, dans le gouvernement de soi, dans la liberté, à connaître notre caractère, puis à le dominer, à dominer notre caractère. Okay? Donc, dominer nos passions, c'est un peu ça aussi. Maintenant, une fois qu'on fait ça, on va vivre une vie bonne. Et donc, d'une certaine façon, notre liberté va s'accomplir pleinement en authenticité. Et l'ouverture dans le maintien de soi est aussi le maintien de soi dans une vie éthique, dans une vie bonne, dans une vie heureuse. Okay? Parce que pourquoi on réfléchit sur l'être humain? C'est pour savoir qui nous sommes, pour avoir une meilleure vie, évidemment. OK? Alors, qu'est-ce que c'est que cette meilleure vie-là? Qu'est-ce qu'on doit viser? Qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de résumer, Ricard. Ce qu'on vise, l'être humain, pourquoi on est libre? On est libre pourquoi? C'est quoi la finalité de la liberté? Okay. On vous donne la liberté, là. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous piquez à l'héroïne? Ça donne à rien, ça. C'est pas pour ça qu'on est libre. On est libre parce qu'on veut rechercher des choses qui sont dignes d'être recherchées. Qu'est-ce qui est digne d'être recherché? Ben, première des réponses qu'on doit donner, le bonheur. Le bonheur est digne d'être recherché. N'est-ce pas? Si on est ici, et ça c'est les Grecs depuis très longtemps, ils ont vu ça. Pourquoi l'homme est-il ici? Qu'est-ce qui fait la finalité de la vie humaine? C'est d'atteindre le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Ben là, Ricard donne sa réponse, qui est très intéressante, qu'on va voir. Le bonheur, Ricard a abordé le bonheur dans 3 œuvres, et il a pris 3 noms différents dans 3 œuvres, qui sont le bonheur d'une part, ensuite l'estime de soi, parce que lorsqu'on s'estime soi-même, qu'on regarde sa vie et qu'on en est fier et qu'on est content des choix qu'on a fait, ça, on gagne l'estime de soi. Et au terme d'une vie, ça va nous... Et même à n'importe quel moment où on est assez mûr, ça va nous donner une paix intérieure qu'on appelle la mémoire heureuse, qui est au fond d'être en paix avec la temporalité. Parce que l'être humain, c'est un être dans le temps. Son identité, elle se définit dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient d'un passé immémorial, et là on rentre dans Freud, et là qui nous a donné, qui nous a légué un caractère. Et là, ce caractère-là, il faut le dominer pour être pleinement libre. Il faut le saisir, il faut le dominer. OK? Et le passé peut être le lieu de traumatisme, etc. Et là, il va falloir faire des deuils, le pardon, etc., qui des fois est utile. Ça, c'est le passé.
Maintenant, on est au présent. Le présent, c'est le présent de l'initiative. Qu'est-ce que je fais maintenant, aujourd'hui, de ma vie? Vers où je vais? Quels sont les projets? Est-ce qu'on est heureux dans le présent? Mais pour être heureux dans le présent, il faut avoir fait la paix avec le passé. Il faut voir le passé pour commencer et le futur. Et le futur, c'est le futur de la mort. Devant la mort, est-ce que je vais être heureux de ma vie? Est-ce que je vais regarder ma vie en disant, j'ai eu une bonne vie, j'ai fait ce qu'il fallait? Et est-ce qu'on pourrait se présenter devant un maître qui serait comme l'égal de notre conscience, mais qui nous verrait parfaitement sans cette honte? Sans une honte, sans une culpabilité, en disant, j'ai vécu ma vie librement et dans le bien. Pour Ricard, il y a 3 conditions à ça. Le bonheur, l'estime de soi véritable et la mémoire heureuse. Et ces 3 conditions-là, je vais vous les expliquer. Premièrement, il faut viser la vie bonne, c'est-à-dire chercher à avoir une vie bonne. Première condition. Deuxième condition, on doit viser cette vie bonne-là avec et pour autrui. Donc, c'est le côté intersubjectif. Et troisièmement, dans des institutions justes, c'est-à-dire que l'on doit travailler pour la justice et tenter de développer un sens de la justice et essayer de faire de notre vie quelque chose de juste. La justice étant depuis très longtemps, ayant été reconnue depuis très longtemps en éthique comme peut-être la valeur la plus importante. En tout cas, c'est une des valeurs là, qui ben, je pense que c'est celle qui a été reconnue la plus importante par la grande majorité des philosophes, dont Ricard. On va regarder viser la vie bonne. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à faire en sorte que notre liberté se réalise comme projet, donc qu'on se réalise soi-même dans la liberté et qu'on puisse finalement s'estimer de notre vie. Ça va supposer quoi? Ben, la première dialectique qu'on a vue, de comprendre et d'interpréter, de se comprendre soi-même et d'interpréter ce qu'on vit. L'être humain est un être qui s'interprète, de compréhension. Il va décider qui il est conformément à l'interprétation et à la compréhension qu'il a des choses. Fait qu'il faut qu'on ait une compréhension du monde, une conception du monde qui soit une conception du monde valide. Donc, il faut faire un travail d'interprétation. Là, aujourd'hui, les gens, là, il y en a qui veulent comprendre le monde en 5 clics sur le net. Ça ne marche pas comme ça. C'est avoir une compréhension du monde qui nous permet de nous réaliser, c'est autre chose qu'avoir une compréhension du monde qui permet de manipuler les autres. Hein? Ou de sauver la face. Bon. Une fois qu'on a une compréhension du monde des valeurs, il ne faut pas qu'elle soit fixe, là, parce qu'on va tomber dans le caractère. Fait que c'est tout le temps un mouvement dynamique de réinterprétation de qui on est, d'où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, de la situation, etc. OK? C'est la sagesse pratique, en réalité, ça. Hein? Bon. Chez les Grecs, on appelle ça la phronésis, mot grec, mais quoi qu'il en soit. Une fois qu'on a découvert nos grandes valeurs, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, ça en quoi on croit, par un processus rigoureux et intelligent, hein, en consultant la culture, en essayant de comprendre, ça se fait toute notre vie, ça, hein, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Mais là, il faut mettre de la cohérence entre nos croyances et nos actions, et entre nos actions elles-mêmes. Et ça, c'est ce que Aristote appelait la praxis, pour ceux qui ont vu Aristote, c'est-à-dire qu'il faut que notre vie soit cohérente, n'est-ce pas? Il faut que notre vie soit cohérente avec nos croyances. Si tu dis « Ah, moi, je crois à la santé », puis tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour, ben tu ne crois pas à la santé. Je veux dire, ou si tu dis « Ah, moi, je trouve ça terrible là, qu'on mange des animaux en mangeant un steak », regarde, ça ne marche pas, là. Je veux dire, la cohérence, viser la vie bonne, c'est de traduire, ça commence bien sûr par avoir notre propre compréhension, pas juste celle de nos parents ou je veux pas trop, mais de se cultiver pour former notre propre compréhension du monde, voir l'ensemble des possibles, puis bon, ça suppose de lire pour Paul Ricoeur, là. Tu sais, bon. Puis ensuite, dans ces possibles-là, de choisir ce que nous, on croit, mais une fois, croire, c'est agir. Je veux dire, croire en quelque chose, c'est agir d'une certaine manière. Okay? Croire en Dieu, c'est être pratiquant d'une certaine façon, ou d'essayer d'avoir une relation avec lui. Tu ne peux pas croire en Dieu juste de même, là, comme c'est pas comme.
Je veux dire, vous comprenez que, ou croire au respect, mais t'es super irrespectueux avec tout le monde, c'est n'importe quoi, ça. Donc, si tu veux avoir une vie bonne, il faut que tu vives en conformité avec tes valeurs, tout simplement. Puis si tu le fais pas, ben tu t'estimeras pas toi-même, puis tu seras pas libre. Parce qu'être libre, c'est vivre comme on veut, comme on croit. Hein? Bon. Pour lui, ça va directement là. Soit dit en passant, pour lui, et là, c'était bien expliqué dans votre texte que vous avez à lire, il y a deux types d'actions longues là, qu'on devrait faire pour s'actualiser. Les pratiques particulières, par exemple, trouver un bon emploi, devenir bon dans un sport, devenir bon dans un jeu comme les échecs, quelque chose qui nous permet là, de réaliser à court terme, pas dans toute notre vie, mais quand même, un emploi, c'est important. Devenir, mettons, un bon enseignant, de trouver sa place dans la société, de contribuer à la société, tout ça. Puis des plans de vie, avoir un grand plan de vie où tu dis, ben moi, c'est ces valeurs-là que je veux réaliser dans ma vie. Faut pas que ça soit fixe, là. Ça peut changer, mais quand même, c'est des lignes directrices. Hein? Des lignes directrices qu'on doit se donner. Puis là, ben, il faut les suivre. C'est pas tout se donner des lignes directrices, dire, moi, je veux finir mon cégep. OK, mais là, il faut que tu le finisses. Entre avoir l'intention de faire quelque chose et le faire, il y a le passage du potentiel à l'acte. Hein? Donc, et pour réussir sa vie, c'est pas juste la rêver. On peut pas passer notre vie à penser les projets qu'on voudrait faire et jamais les réaliser, là. Il y a un moment pour réfléchir, interpréter ce qu'on croit, ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on devrait faire dans telle situation. Il faut le faire, ça. Mais après ça, il faut le faire, ce qu'on a réfléchi. Donc, du temps de réflexion, d'interprétation, du temps pour l'action, pour la réalisation. Ensuite, la liberté, ben, c'est incarné. Donc, c'est pas incarné, mais c'est intersubjectif. On n'est pas libre comme des êtres solitaires, là. On est libre avec autrui. Comment est-ce qu'on devrait, si on est ouvert à l'autre, on devrait, selon Ricoeur, vivre avec et pour autrui. Donc, si nous sommes véritablement libres, nous allons apprendre à vivre avec autrui parce qu'on va comprendre que notre liberté, elle dépend aussi de la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que les êtres humains soient libres pour que moi, je sois libre. Donc, je vais laisser à autrui sa liberté autant que cela est possible. OK? Et donc, il y a deux grandes valeurs là, qui émergent chez Ricoeur qui sont essentielles pour l'être humain. Premièrement, la sollicitude, c'est-à-dire être ouvert à autrui, puis vouloir son bien, si on peut dire, là, vouloir le bien de l'humanité. OK? Même des gens qu'on ne connaît pas, de l'humanité en général. Donc, c'est un genre d'amour de l'humanité. OK? Et l'amitié, qui n'est pas un amour de l'humanité, qui est un amour de certaines personnes avec lesquelles on est en dialogue, on se découvre, etc. Donc, avoir une vie bonne pour rester ouvert à autrui, bien, ça signifie de garder des bonnes relations, d'avoir des bonnes relations et d'apprendre à aimer. Okay? L'être humain, c'est un être fait pour vivre avec autrui et donc c'est un être fait pour aimer, pour avoir des relations avec les autres qui sont saines. Et donc, si on veut faire un bon usage de notre liberté, on ne doit pas être dans une posture égocentrique, égocentrique. On doit être dans une posture altruiste, puis une posture où on connaît le don d'autrui, le don pour autrui. Okay? Donc, le don de soi à autrui et le don d'autrui à soi, et ça, c'est dans l'amitié qu'on voit ça. C'est apprendre à aimer, c'est apprendre à être aimable. Donc, justement, c'est des gens qui manifestent leurs valeurs. C'est qui sont aimables? C'est des gens dont la vie manifeste certaines valeurs qui sont chères à l'humanité. Des gens généreux, doux, tempérants, sages, courageux, qu'on estime. Et avec les amis, on devient de meilleur en meilleur. Donc, apprendre à aimer, l'être humain est un être qui est fait pour aimer. Hein? Et finalement, le dernier point, la liberté est impossible pour l'humanité sans justice. C'est pour ça, par exemple, que les droits de l'homme, c'est essentiel. Les droits de la personne, c'est essentiel. Les humains, ils sont libres
pour autant qu'on leur permette d'être libres. Les esclaves, il y avait pas... les esclaves, on les dépouillait de ce que Ricard appelle l'ipséité. On les empêchait d'avoir des initiatives, d'agir librement, de prendre la parole, etc. On a fait ça aux femmes aussi. Bon. Donc, si on veut que la liberté ne devienne pas pour l'humanité une simple abstraction, là, hein, ben, il faut qu'il y ait de la justice. Et pour Ricard, la liberté réalisée, elle est justice. Elle est sens de la justice. Et là, je ne pourrais pas rentrer dans cette thèse-là en profondeur, mais je vais sortir un livre à l'automne prochain sur cette question-là en grande partie, qui explique cela. Mais quoi qu'il en soit, là, juste dans la perspective de ce cours, on peut dire qu'il faut développer un sens de la justice dans la vie. C'est-à-dire, puis le sens de la justice, c'est de dire qu'est-ce qui compte pas. Hein? Donc, bon. Et d'une certaine façon, c'est un sens de la proportion et de la reconnaissance, un sens de la justice. Et qu'est-ce qu'on doit reconnaître à autrui et à soi? C'est quoi la reconnaissance première au cœur de la justice? OK? C'est une double reconnaissance. OK? D'abord, il faut être en mesure, si on veut avoir une vie bonne, puis que notre liberté devienne une liberté réalisée, une liberté réelle, il faut avoir conscience, avoir un sens de la reconnaissance, reconnaître ce qui est digne d'estime dans l'humanité. Comment les autres ont visé la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes? C'est-à-dire, comment l'humanité a-t-elle donné un sens à la vie et qu'est-ce qui vaut là-dedans? Parce qu'après ça, moi, vous, n'importe qui dans votre interprétation va dire ça c'est estimable et moi je veux être estimable. Donc moi aussi je vais essayer de m'égaler à ces degrés d'excellence-là. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a par exemple des personnalités supérieures dans le monde au nom de genre l'égalité, là, ben il s'empêche de progresser. Là. C'est comme quelqu'un qui commence la musique puis qui ne reconnaît pas qu'il y a des meilleurs musiciens que lui. Ben jamais il va apprendre. Je veux dire, c'est pas en gossant de même sa guitare en connaissant rien que tu deviens bon. Tant que ça, là. Faut que tu ailles lire, faut que tu apprennes qu'il y a des accords. Puis là, ben, si tu veux voir à quel niveau on peut se rendre, ben écoute des bons guitaristes, puis tu vas voir le chemin qui te reste à parcourir. C'est la même chose pour notre existence. Il y a des personnes dont la vie, elle est édifiante. Hein? C'est des modèles. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Les reconnaître, c'est de la justice, quoi. Pour nous aussi viser cette excellence-là. Et donc, quand quelqu'un est heureux et réalisé, eh bien, il faut l'écouter et puis il faut le reconnaître. Ouais, vous comprenez? Et cette reconnaissance-là, elle va pouvoir être de soi à soi. Puis c'est ça l'estime de soi. C'est-à-dire, je reconnais que ma vie, elle a manifesté des valeurs que j'ai moi-même choisies, que j'ai véritablement agi comme un être libre et comme un être de bien, un être de conscience, un être éthique, ce qu'est l'être humain. Finalement, la reconnaissance de la liberté, ce qu'il faut reconnaître dans l'humanité, c'est que la personne, l'ipséité, autrui, soit comme autrui, est digne de respect. La personne dans l'humanité, elle exige le respect de ses droits fondamentaux. Et si on veut un monde libre, si on veut vraiment qu'il y ait une liberté réelle dans le monde, il faut que le droit prévale. Okay? On doit avoir des sociétés justes, des sociétés où les gens ont une égalité de chance. Okay? Des gens où l'égalité fondamentale devant la loi est reconnue. Des sociétés, où l'égalité fondamentale devant la loi est reconnue et des sociétés qui ne tolèrent pas qu'il y ait des personnes ou des groupes de personnes qui subissent des violences, donc des personnes à qui on ne permet pas de viser la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et quand on veut s'investir dans la vie bonne, puis qu'on veut transformer notre liberté dans un projet qui vaille, ben une bonne façon de le faire, c'est vraiment en contribuant au mieux de notre possibilité à l'avènement d'un monde plus juste. Sur ce, je vous dis merci pour ce cours. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.